Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Politiquement Incorrect. Alors aujourd'hui, notre invité, nous sommes contents de contribuer à son comeback médiatique parce que c'est un homme qui se fait rare dans les médias depuis quelques mois, voire peut-être depuis quelques années. D'ailleurs, ce sera peut-être l'objet d'une question. Pourquoi cette discrétion médiatique ? Alors nous avons le grand plaisir de recevoir aujourd'hui monsieur le maire de la ville de Schœlcher, monsieur Luc Louison Clémenté. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors une émission que j'ai encore le plaisir d'animer avec... J'aime bien le mot encore. Ça va continuer a priori. De co-animer avec Eddy Marajo. Bonjour Eddy. Bonjour Mike, bonjour monsieur le maire. Bonjour. Et bonjour à l'ensemble des gens qui nous sont fidèles. Déjà, depuis peu. Voilà. Alors on les informe que les émissions sont a priori sur YouTube, donc oui, ils peuvent les revoir. Donc ils pourront multiplier le plaisir ou alors il y aura le plaisir de la découverte de l'émission. Alors monsieur le maire, on va entrer dans le vif du sujet. Ça fait maintenant, nous sommes quasiment à la 10e année qui s'achève de votre, oui, tout à fait, c'est bien ça. De votre présence en tant que maire de la ville de Schœlcher. Oui. Et l'un des axes forts de votre mandature, dès le début, était la question des finances, singulièrement du redressement des finances de la ville. Alors aujourd'hui, 10 ans après, d'aucuns diront que vous aurez largement eu le temps de contribuer à ce redressement. Où en est-on dans les grandes lignes quant à cette volonté initiale, quoi ? C'est tout à fait ça. Je vais ajouter que quand vous êtes arrivé aux commandes de la ville, on va dire que la situation était préoccupante. C'est un euphémisme. Oui, préoccupante en effet. Pourquoi ? Parce que, faut dire les choses simplement et franchement, Schœlcher se retrouvait avec un niveau d'effectif très largement supérieur à ses vrais besoins. Nous avions dépassé le cap des 1000 personnes à Schœlcher. On était tout contrat confondu, ainsi que les fonctionnaires titulaires. Nous étions 1089, ce qui est énorme pour une ville qui, normalement, peut fonctionner très valablement avec 350-400 personnes. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. On parle du triple, carrément. Voilà. Inutile de vous dire qu'on avait une masse salariale complètement exagérée. Je m'empresse là encore de préciser que, bien, il n'est pas question pour moi ce matin de jeter la pierre à qui que ce soit, parce que bien, même si nous étions sur charge pondérale, j'ai envie de dire, du point de vue des effectifs et de la masse salariale, il y avait des familles derrière. Et je me devais de prendre ça en considération aussi. Donc, je ne verse pas dans les critiques négatives de ce point de vue, mais c'est vrai qu'il fallait, pour donner un maximum de chance à chacun, il était temps de serrer un peu les vis là où c'était nécessaire. Alors, comment on s'y est pris ? Très simplement, nous avons descendu toutes les rubriques du compte administratif de la ville de Schœlcher en faisant des zooms sur tous les secteurs de l'activité municipale qui étaient, selon nous, en situation exagérément importante du point de vue des charges. Et il ne fallait surtout pas se tromper, selon moi. Pourquoi ? Parce que poser le bon diagnostic, permet d'apporter les bonnes solutions, les bons remèdes aux problèmes. Et nous avons réalisé qu'à cette période, même si après nous avons eu ces problèmes, Schœlcher n'avait pas le problème de recettes. Schœlcher avait un vrai problème de maîtrise de charge, pas le problème de recettes. Donc il fallait donc non pas procéder machinalement, mécaniquement, comme on serait tenté de le faire dans beaucoup de situations, à une augmentation des impôts. Il fallait simplement faire un travail précis sur la maîtrise des charges, ce à quoi nous nous sommes employés. Étant entendu que je rechigne toujours à vouloir augmenter les impôts, pourquoi ? Parce que je suis conscient de ce que, enfin, quand je dis je, c'est un jeu très pluriel, l'équipe municipale que j'ai l'honneur de diriger a pleinement conscience de ce qu'aujourd'hui, plus qu'hier encore, la croissance économique en Martinique est très largement tirée par la consommation. Donc, appuyer sur la consommation, presser la consommation par des taxes ou par des charges supplémentaires, c'est porter atteinte quelque part à la croissance économique et par là même à l'emploi. Donc c'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas non plus précipités vers cette direction, qui plus est que vous n'êtes pas sans le savoir non plus, au niveau des collectivités, une partie de nos recettes correspond aussi aux taxes que nous prélevons à travers l'octroi de mer. Donc plus il y a de consommation, plus on peut de notre côté récupérer ces recettes-là. Même si je suis de ceux qui pensent que c'est un impôt un peu, schizophrénique. Pourquoi ? Parce que on pourrait le taxer d'impôt anti-développement, mais ça peut faire l'objet de notre sujet, de notre débat. Mais une fois le diagnostic posé, disais-je, il était question pour nous donc d'agir sur les charges, et les principales charges qui étaient les charges salariales. D'accord. Et de ce point de vue, nous avons développé
tout un processus avec pour objectif de diminuer la masse salariale. Je payais plus de 2 millions de salaires par mois. 2 millions. 2 millions 150 exactement. En pourcentage par rapport au fonctionnement, ça représentait Alors, quoi à peu près? nous étions sur quelque chose comme à peu près 85% de nos charges de fonctionnement. C'est-à-dire qu'une fois les salaires payés, nous n'avions pratiquement plus de marge de manœuvre, ni pour investir, ni pour faire face d'ailleurs à d'autres types de charges. Mais au-delà de ces charges, de cette masse salariale, des charges de personnel, il fallait aussi pas avoir un regard, jeter un œil sur les autres charges également. Les consommations de carburant ont fait l'objet d'un regard particulier. Toutes les voitures rentrent au parc systématiquement le soir. Nous avons défini toute une série de procédures avec des niveaux minimums à verser dans chaque bac par semaine. En matière de téléphonie, nous avons investi dans des systèmes relativement, performants qui nous ont permis d'économiser de manière significative, un certain nombre d'euros. Tout ça pour vous dire que ce travail que nous avons entrepris était long, vraiment très long, était fastidieux et méritait à chaque fois qu'on avançait de donner l'exemple dans nos pratiques. C'est la raison pour laquelle, très tôt, nous avons décidé de nous priver de tous les avantages qui étaient liés à nos fonctions. Moi, en tant que maire, par exemple, je n'ai toujours pas de voiture de fonction. Je ne verse pas en le disant dans le misérabilisme. Au contraire, ce qui est important pour moi était de dire à toutes celles et à tous ceux que je m'adressais chaque jour, auxquels je m'adressais chaque jour, ne faites pas seulement ce que je vous demande, faites ce que je fais également. C'est-à-dire, nous avons posé l'exemplarité dans la manière de gérer comme étant l'un des éléments piliers de la stratégie que nous mettions en place en matière, pédagogique. Ça avait beaucoup de sens. Monsieur le maire, est-ce que ça suffit à calmer, on va dire, la colère de ceux qui, vous avez parlé des familles tout à l'heure, qui n'ont pas vu leur contrat renouvelé? Et vous avez dû faire face à ça, parce que j'ai l'impression... Aujourd'hui, vous en êtes à combien? Vous êtes passé de 1080 à... Nous sommes 650 à peu près aujourd'hui. Bon, ça fait 400 personnes de moins. 650 aujourd'hui. Nous avons cherché à gérer les choses intelligemment. C'est-à-dire prendre en considération plusieurs facteurs, plusieurs éléments. Le premier, c'était de faire en sorte que nous puissions négocier avec toutes celles et tous ceux qui étaient près de l'âge de partir à la retraite. Et de ce point de vue, je dois les remercier aujourd'hui d'avoir joué le jeu. Ça concernait beaucoup de personnes? Il y en a quelques-uns, oui, tout à fait. C'est assez significatif. Ils ont joué le jeu. Et ça, je dois leur dire ce matin encore, un grand merci des années après. Parce que sans ça, on n'y serait pas parvenu. Nous avons discuté aussi avec un certain nombre de personnes dont les familles avaient 2, 3, 4, 5 enfants embauchés. Donc, au lieu de renouveler 5 ou 6 contrats d'un coup, on négocie avec les familles pour qu'on puisse en renouveler la moitié, par exemple. Là encore, c'est une manière de solidarité et en analysant chaque situation et chaque cas pour s'assurer que celles et ceux qui ne seraient pas renouvelés pourraient avoir des chances de travailler par ailleurs. Et bien d'autres choses encore que nous avons mis en place. On a eu le souci, si vous voulez, de l'intégration sociale. On a eu le souci de ne pas laisser trop de gens sur le bord du chemin. On a été vraiment guidés par ça. C'est un travail extraordinaire d'ailleurs, et je dois saluer les efforts qu'ont fait mon premier adjoint là-dessus. C'est à lui que j'avais confié la tâche de mener à bien ce projet. Mais là, vous en êtes à votre deuxième mandat de maire de Schellcher. Mais à l'issue du premier mandat, c'est-à-dire en 2014, au terme de ce premier mandat, au niveau de ce pourcentage de la masse salariale dans le fonctionnement, vous êtes passé d'une situation initiale de 85%, vous le disiez, à combien en 2014, à l'issue de votre premier mandat? Nous sommes aujourd'hui aux environs de 74%. Aujourd'hui, là? Aujourd'hui, là. En 2018. C'est encore beaucoup. Pour ce qu'il en reste. C'est encore beaucoup. 78. 74. 74%. Pardon. C'est encore beaucoup. Ouais. Pourquoi? Parce que la moyenne, nationale est en deçà de 50%. La moyenne locale, martiniquaise, est aux environs de 65%, 60-65%. Donc nous avons encore des marges de progression importantes à réaliser. L'objectif réel, je ne vais pas parler d'objectif idéal en la matière, mais l'objectif réalisable pour vous, ce serait quel pourcentage par exemple? L'objectif réalisable, c'est que nous ayons les bonnes personnes aux bonnes places. C'est ça le but de la manœuvre. Avec, bien entendu, nous sommes une collectivité, quelques éléments en jouant notre rôle social en même temps. On va dire ça comme ça. Mais l'objectif idéal, c'est celui-là. Et nous ambitionnons aujourd'hui à Schellcher de faire en sorte que notre commune soit vraiment la meilleure administration de la Martinique demain.
C'est le projet que je propose aux employés de relever à nos côtés, y compris préfecture, y compris CTM. Je souhaite que d'ici 10 ans maximum, on puisse parler de Shellshare à la manière dont on parlait des anciens ouvriers de Fond-Laillé, lorsqu'on cherchait chaussures à son pied, lorsqu'il s'agissait de trouver un bon maçon, un bon carreleur, un bon charpentier, un bon ébéniste. Mais écoutez, dans toute la Martinique, on vous disait la même chose. Montez à Fond-Laillé, vous allez trouver cela. Mais ce qui était valable il y a quelques bonnes années pour les ouvriers de Fond-Laillé, je voudrais que ce soit le cas pour l'ensemble de la collectivité chelchéroise, de la mairie de Shellshare. De telle sorte que toutes celles et ceux qui, demain, quitteront la commune pour aller travailler ailleurs, auront comme, tampon, j'ai envie de dire, à leur front, excellent employé. Mais là, monsieur le maire, la réalité que vous évoquiez à l'instant, qui est celle de personnes qui ne sont pas, je vous cite, nécessairement à la bonne place. 10 ans après, c'est une réalité quand même qui interroge. C'est si compliqué que ça. Là, vous allez dire que c'est pas moi qui tiens le manche de la poêle, donc je ne sais pas si elle est véritablement chaude, mais c'est si compliqué que ça, dans l'organigramme, on va dire, municipal, d'avoir les bonnes personnes dans les bonnes fonctions. Ça n'est pas simple. Ça n'est pas simple pour être honnête. C'est un euphémisme? Oui, non, mais ça n'est pas simple. Pourquoi? Parce que, quand vous trouvez une situation établie, il est très difficile d'avoir toutes les marges de manœuvre permettant d'agir. Un. Deux, je le répète, j'insiste, parce que si il est une chose que ces 10 dernières années m'ont apporté, c'est une forme d'humilité et de respect des autres. Je ne suis pas en train de dire que ceux qui étaient là avant nous n'étaient pas bons, c'était des salauds. Pas du tout. Alors là, ça n'est pas du tout dans notre vocabulaire, ni dans notre manière de percevoir les choses. Vous ont laissé quand même un héritage qui ressemble à un casse-tête. Oui, mais il y avait des familles qui étaient derrière. Bien sûr. Ça nourrissait des familles. Il ne faut pas l'oublier, ça non plus. Nous ne sommes pas dans le privé non plus. Je suis issu du privé, comme vous le savez. J'ai une culture privée. D'ailleurs, de plus en plus, cette administration a tendance à vouloir être gérée comme des entreprises, de vraies entreprises. Nous y arriverons tôt ou tard. Mais aujourd'hui, il n'est pas question pour moi de me fixer des objectifs de manière inconsidérée de point de vue humain. Il faut trouver la bonne mesure, et je répète, pour faire en sorte que nous puissions avoir la bonne personne à la bonne place. C'est possible. Dans le public, ça nous demandera peut-être un peu plus de temps que dans le privé. Mais nous y arriverons. Nous sommes en train de tirer vers le haut la qualité d'exécution de l'ensemble de nos personnels grâce à une stratégie de formation que nous avons mis en place depuis notre responsabilité. Aujourd'hui, par exemple, pratiquement tout le personnel de la mairie est passé en formation. Et c'est un processus qui continue de manière permanente. C'est ainsi qu'on va réussir à autofinancer les besoins que nous avons et aller chercher, lorsque ça n'est pas possible de les autofinancer, ces besoins, à l'extérieur, les personnes dont on aura besoin. Mais on y arrivera, j'ai bon espoir personnellement. Monsieur le maire, la situation financière des villes de la Martinique est, permettez-moi le mot, catastrophique. Enfin, j'espère que vous partagerez cette opinion au vu des chiffres que vous avez vous-même analysés. C'est quoi le secret au-delà de la réduction de la masse salariale, de la réduction des petits travers liés à l'utilisation des véhicules de la mairie pour aller faire ses courses? C'est quoi le secret de Shellshare? Est-ce que c'est parce que vous êtes un ancien banquier que Shellshare va mieux? Bien, ça m'a aidé, pour être honnête. Ça m'a aidé parce que, très tôt, j'ai appris à gérer. Pas seulement à la banque. J'ai mes parents qui avaient ce qu'il était convenu d'appeler à l'époque une petite boutique. Et c'est vrai que lorsque vous avez une boutique... Un petit débit de la régie. Voilà, un petit débit de la régie. Lorsque vous êtes à la tête d'une entreprise comme celle-ci familiale, il n'y a pas meilleure école. Vous apprenez très tôt qu'il ne faut pas confondre chiffre d'affaires et bénéfices. D'accord ? Très tôt, mon père m'a appris que, l'argent qui est dans la caisse, c'est pas son argent, c'est l'argent du béquet. On va dire ça comme ça, pour aller vite. C'est une manière de dire que nous avons j'ai appris très tôt à avoir un rapport à l'argent qui m'a permis de prendre de la hauteur par rapport à cela. Ça a beaucoup de sens pour moi. Et arriver à la banque, ça m'a également servi. Arriver en mairie, bien entendu. Et ce que j'ai retenu de toutes les années de formation que j'ai pu avoir jusqu'ici, c'est que finalement, plus que profession credo, ce qui importait, c'est l'exemplarité. C'est-à-dire montrer à travers son fonctionnement
que c'est la voie qu'il faut suivre. Mais est-ce que ça fonctionne? Parce que si ça fonctionne. J'ai cru comprendre que vous aviez dans votre mairie un personnel municipal qui était souvent turbulent, avec des leaders qui n'entendaient pas forcément ce message-là. Comment vous faites? Et qui longe, je vais dans le droit fil de la remarque d'Eddy, ça a secoué en fin d'année dernière, en octobre 2017, oui, avec un conflit quand même qui a duré, corrigez-moi si je dis une bêtise, au moins une dizaine de jours à peu près. Un peu plus. Un peu plus même. Pratiquement un mois. Comment expliquer ce décalage apparent, quoi? Ils n'ont pas compris? C'est normal. Ils n'ont pas compris la méthode? Non, c'est normal. Nous avons affaire à des hommes et à des femmes. C'est vrai que être dans une politique, de maîtrise des charges, pendant pratiquement une dizaine d'années, ça ne fait pas que des heureux. Oui, on a vu les policiers parisiens et les policiers français exiger qu'au bout de 10 ans, il fallait changer les choses. C'est pareil. Créer une culture de la responsabilité, ça n'est pas simple. Passer d'une logique de l'obéissance à une logique de la responsabilité, ça n'est pas non plus évident. Hein, poser comme base de fonctionnement l'alternance ou l'alternative par rapport aux solutions qui s'imposent à nous, quand on n'est pas habitué à cela, ça bouleverse. Et c'est vrai que faut pas seulement voir les changements qui se sont produits comme étant une manière de contrôler des charges seulement, mais plus comme une manière de changer de culture dans la relation, dans la manière de manager. Et c'est vrai que, je peux comprendre qu'à un certain moment donné, c'est normal, c'est dans l'ordre des choses. Hein, je vais pas... ça ne me heurte pas. Vous voulez dire que l'austérité, parfois, a du mal à passer. Mais est-ce que c'est pas compréhensible dans un univers qui est celui de la ville de Schœlcher, qui est quand même la ville la plus riche de l'île, qui compte le plus de ce qu'on appelle des catégories socio-professionnelles supérieures. C'est une ville qui est une ville confortable en termes de ressources. Vous l'avez rappelé vous-même en disant que Schœlcher n'a pas de problème de ressources. N'avait pas de problème de ressources, mais vous avez une population dont la majorité est à l'aise, aisée, et puis un personnel municipal pour certains qui ont des revenus plutôt faibles, qui n'avaient pas bougé depuis longtemps. Est-ce que le contexte n'est pas incitateur à une espèce de révolte, entre guillemets, il faut dire ça, M. Marajo, il faut dire ça et c'est important. On ne peut pas vouloir faire de la quantité et de la qualité en même temps. Je ne peux pas vouloir sauver le maximum de contrats, le maximum d'emplois, d'accord, et en même temps augmenter les salaires. Mais non, on ne peut pas. Donc c'est un savant mélange qu'il faut faire. À un moment donné, ça explose. Et j'ai même trouvé que ça a mis du temps à exploser dans une certaine mesure. Mais c'est un peu légitime tout ça. Hein, et il ne faut surtout pas, en tant que responsable de l'administration, chef d'entreprise, considérer les syndicats et celles et ceux qui les représentent comme des salopards parce que nous sommes dans une situation de crise sociale. Non du tout. La crise sociale est un élément qui, à mes yeux, est de nature à nous faire progresser, à nous faire avancer et à nous faire peut-être réaliser plutôt percevoir certaines réalités que nous ne voyions pas avant. C'est ça la crise sociale. Et je me réjouis de réaliser que... Macron aurait dû vous appeler, en fait. Je pourrais le conseiller, pourquoi pas, parce que c'est vrai qu'on peut regretter qu'il ne soit pas passé par la case collectivité locale, malheureusement. Entre autres. Parce que c'est une vraiment très bonne école. C'est une excellente école. Monsieur le maire, il y a quand même un paradoxe dans ce que vous dites. Vous invoquez beaucoup et vous évoquez également l'humain, le social. Mais je reviens sur le conflit de l'année dernière, en octobre 2017. Pourquoi la question ou l'affirmation de mauvaise qualité de travail était à ce point présente dans les revendications et dans l'expression des salariés et des syndicalistes mobilisés à l'époque? Est-ce que ça veut dire qu'il y a un paradoxe entre ces nombreuses exigences que vous avez évoquées, responsabilité, qualité, etc., et qualité des conditions de travail? Eux, manifestement, ne l'ont pas ressenti comme ça. Plus que l'on discours, je vous invite à Schœlcher. On passe une semaine ensemble. Je crois qu'on nous passe régulièrement par Schœlcher. On passe une semaine ensemble et vous verrez comment l'administration fonctionne. Non, j'insiste là-dessus. Lorsque vous arrivez et que vous faites comprendre à chacun qu'à son poste, il est, entre guillemets, un petit maire, donc responsable de ses faits, actes et gestes, être capable même de gérer sa journée de travail, ça, c'est déstabilisant quand on n'a pas l'habitude de ces choses-là. C'est déstabilisant. Je suis vraiment dans une manière de gérer très ouverte,
basée sur la participation, sur la concertation, sur la responsabilité. Je dis bien sûr la responsabilité parce que c'est quelque chose qui nous manque peut-être beaucoup en Martinique. Vous êtes en train de nous dire qu'une partie du personnel était nostalgique de l'ancien régime, entre guillemets? Je n'ose pas dire ancien régime, l'ancienne pratique, on va dire ça comme ça pour aller vite. C'était pour vous taquiner. Ouais. Mais il paraît que vous êtes finalement pas très mécontent d'avoir introduit une politique, je dirais, de l'absence de rapport de force, voire de convivialité, oui. Y compris même avec l'ancien maire. Oui, tout à fait. Disons que... Vous n'êtes pas rancunier, en fait. Tout ce qui a existé, ou tout ce qui existe a l'avantage d'exister. Voilà. Ça a du sens pour moi. Nouvelle casquette, monsieur le maire, philosophe. C'est du Confucius, ça. Non. Explique. Nous sommes tous oui. C'est du pragmatisme. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que toutes celles et ceux qui nous ont précédés dans un acte de gestion ont inévitablement, qu'on le veuille ou pas, contribué à faire avancer les choses. C'est une réalité. Donc pas de révisionnisme, non, du tout. Je suis de ceux qui pensent aujourd'hui que la société martiniquaise a besoin d'être pacifiée. Et il faut qu'on rentre inévitablement dans cette logique de pacification des rapports. Qu'il s'agisse de rapports entre nous, Martiniquais, Martinico-Martiniquais, ou avec nos cousins guadeloupéens, ou avec nos cousins, hexagonaux. On a besoin de pacification. Et même avec, j'ose le dire ce matin, même avec la caste béquée, il faut absolument trouver les voies et moyens qui nous permettent d'avoir des rapports, paisibles. Alors, comment ça n'en prend pas le chemin sur votre territoire, dans l'université, par exemple? J'y arrive. C'est le prototype même de la guerre entre Martiniquais et Guadeloupéens. On va y arriver tout à l'heure. Je ne voudrais pas être le paragon de cette manière de voir et être le premier qui me fâcherait avec celui que j'ai remplacé. Ça n'a pas de sens. Nous n'étions pas d'accord sur un certain nombre de sujets. C'est ce qui a fait que nous nous sommes retrouvés l'un en face de l'autre. Mais les discussions continuent entre nous. On s'est vus, on s'est parlé, on a échangé. Et je réalise de plus en plus que nos avis et nos points de vue convergent. Et que la nécessité qu'il y a de mettre en avant le collectif avant l'individuel, de mettre en avant le projet chelchéois, le projet martiniquais, avant des considérations personnelles, prévalent dans nos manières d'échanger, de fonctionner. Qui a changé? Qui a évolué? Nous avons évolué. Tous les deux. Nous avons évolué. Qui a fait le premier pas? Nous avons évolué. Je dis ça comme ça. Alors, je ne peux pas... Et comment s'illustre cette espèce de réconciliation? On peut appeler ça comme ça? De manière très simple. Je parlais tout à l'heure de... Vous n'allez pas faire comme Macron qui confie à Sarkozy une représentation à l'intronisation de la présidente de Géorgie. Je vais y arriver. De manière très simple, disais-je. Pourquoi? Parce que je parlais de pacification de rapport tout à l'heure. Au niveau des Martiniquais, de toutes celles et ceux qui sont Martiniquais, qui se sentent Martiniquais, mais j'ai considéré que l'une des meilleures manières d'affirmer ce principe, là encore, exemple. Faites ce que je fais, ne faites pas seulement ce que je dis. Écoutez, je suis allé chercher M. Alfred Almond, pour ne pas le nommer, en lui demandant de m'aider sur un certain nombre de projets que je lui ai présentés. Il l'a accepté. Et aujourd'hui, j'avoue que je suis personnellement très satisfait de ces nouveaux rapports. Je suis très satisfait de la qualité de son travail, parce que je le reconnais, c'est vrai, c'est un homme de valeur. Alors, on se plaît à rêver d'Alfred Almond sur la liste. Vous inspiriez d'autres rapprochements. Écoutez, je n'irai pas jusque-là, parce que c'est quand même quelqu'un qui est arrivé à des niveaux de responsabilité politique assez importants. S'il considère que aider sa commune a encore du sens pour lui, il y a beaucoup de place à occuper hors un poste de conseiller municipal pour pouvoir répondre à cela. Et d'ailleurs, j'ambitionne, dans le cadre d'échéances futures, pour celles et ceux qui accepteraient... Vous êtes en train de nous... Ne nous tentez pas, monsieur. Pour celles et ceux qui accepteraient de défendre les couleurs de Vivre à Chelcher, même si ça n'est pas moi, de proposer qu'on puisse avoir, au-delà de la liste des membres du conseil municipal, une véritable liste constituée de personnes ressources, de personnes expertes. Et quand je parle de personnes expertes,
je ne pense pas nécessairement à des gens qui ont du bac plus 5 ou du bac plus 10, ou des personnes qui auraient fait l'ENA. L'expertise humaine. Voilà, l'expertise humaine. Un bon pêcheur, par exemple, un bon charpentier. À travers quoi? Un bon ouvrier. À travers quel type de structure? Créer une structure. Une espèce de conseil des sages. Exactement, une sorte de conseil des sages, sommes un peu galvaudé, de conseil de la municipalité, je vais dire ça comme ça, avec des gens qui ont envie de servir leur commune. Et il y a énormément de choses à faire. Pourquoi? Parce que de plus en plus, nous devons sortir des sentiers battus et des sentiers traditionnels. De la même manière que nous pensons aujourd'hui à Chelcher, en matière financière, à des financements alternatifs, on l'évoquera peut-être tout à l'heure, de cette même manière, de la manière de gouverner, la manière de diriger, il faut avoir recours à certaines façons de faire qui nous permettent d'avoir des ressources à bon marché avec des résultats quasiment garantis. Alors, monsieur le maire, avant qu'on continue de parler de la ville et d'autres sujets, je reviens rapidement sur le mouvement social de l'année dernière. À l'époque, vous m'aviez dit dans le cadre d'une interview que vous aviez, je cite de mémoire, commandé une étude faite par un certain nombre de cadres, je crois, de la ville concernant justement les points de souffrance, je vous cite, comme quoi il y avait véritablement un malaise, mais je ne sais pas s'il faut parler à l'imparfait. Qu'est-ce que cette étude a révélé et qu'est-ce qui a été décliné concrètement suite à cette étude pour améliorer ces points de souffrance que vous évoquiez à l'époque? C'est ça. Je vous le disais tout à l'heure que toute situation de crise a du positif. D'accord? C'est d'ailleurs des situations de crise qu'on progresse. Et c'est vrai que nous avons eu à travailler sur ce qui peut être assimilé aujourd'hui à toute une série d'éléments permettant d'être, plus à l'aise au travail. Le terme m'échappe, ça me reviendra peut-être tout à l'heure. Plus à l'aise au travail. Ça y est, ce travail a été entrepris, il est quasiment terminé, ah oui. Il est sur le point d'être mis en place. D'accord. Il est sur le point d'être mis en place. C'est-à-dire trouver l'art et la manière d'alléger, de faire en sorte que, je reprends une expression que j'utilise souvent au personnel et qui fait rire certains, mon objectif est de faire en sorte que non seulement on ait la meilleure administration de la Martinique, mais qu'on arrive en chantant et qu'on parte en sifflant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à la manière de ce que disait Kant. Kant disait philosophalement qu'il y a deux choses, les deux plus belles choses de la vie pour lui sont le soir un ciel étoilé qu'il admire et le soir en se couchant avoir le sentiment du travail accompli dans son cœur. Ça je le crois. Quand on est dans une logique d'excellence, quand on est dans une logique de professionnalisation maximale, et je le rappelle, c'est au travail qu'on passe le plus clair de son temps conscient, donc autant que ce soit agréable. Quand on est dans cette logique-là et qu'on rentre chez soi le soir, on rentre avec un cœur allégé, avec ce sentiment, comme disait Kant, du travail accompli dans son cœur. Mais ça a beaucoup de sens. Cette étude qui aura tout de même pris plus d'un an, elle sera restituée quand? Est-ce qu'il y a un horizon précis de restitution et de partage de ce travail avec l'ensemble des salariés concernés? Nous sommes déjà en train de la mettre en œuvre. C'est vrai qu'entre-temps, nous avons changé un certain nombre de personnels, des cadres qui sont allés travailler ailleurs ou que nous n'avons pas conservé non plus. C'est vrai. Donc tout ça a fait qu'il fallait le temps d'atterrir, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc nous allons pouvoir commencer à mettre en place, on a commencé progressivement ces éléments-là. Nous avons procédé d'ailleurs à une réorganisation totale de la mairie. Nous avons mis à plat l'organigramme et nous avons mis en place véritablement une stratégie, un type de gouvernance basée sur la transversalité optimale. Nous avons aujourd'hui 4 grands pôles de fonctionnement qui nous permettent d'avoir ce type de fonctionnement autant verticaux que horizontaux. Et ça a beaucoup de sens pour nous. On commence déjà, et les employés me le disent depuis maintenant pratiquement 3-4 mois, Monsieur le maire, nous commençons à apprécier les efforts qui ont été faits. Nous commençons à réaliser que cette direction-là est bonne. Pourquoi? Parce qu'on s'y sent bien. Et je dois vous dire que j'ai entrepris également, de la même manière que nous rencontrons au niveau de notre majorité municipale, assez régulièrement la population dans le cadre de réunions de quartier, j'ai entrepris de partir à la rencontre du personnel. J'ai rencontré déjà quelque chose comme 350 personnes, individuellement. Okay. Et je continue. Donc tout ça participe de cela. J'entends des choses.
j'observe des choses, je prends conseil auprès de mes collaborateurs, je prends conseil auprès d'eux, je leur demande leur avis sur certaines choses, et je reste persuadé que c'est comme ça, ensemble, que nous irons vers quelque chose qui permettra à chacun de se sentir bien, comment dire, dans l'entreprise, dans la collectivité. Et vous avez bien entendu que j'ai pris la précaution de ne pas parler de co-construction. Pourquoi ? On en parlera après. On ne co-construit pas avec le personnel. Le personnel est payé pour faire une tâche. C'est un contrat entre lui et son employeur. Il la réalise. Je co-construis avec les administrés. Je co-construis avec la population. On se comprend ? Mais je ne peux Donc pas... une mairie, c'est pas le lieu de la co-gestion. Hein. Mais non. Parce que c'était ça aussi le cœur du... C'est assumé, ça, ce discours. Mais non, mais faut pas qu'il y a un seul capitaine à la barre. Mais attendez, d'accord. Faut pas qu'il y ait de malentendus là-dessus. Faut surtout pas qu'il y ait de malentendus là-dessus. Et c'est quelque chose contre lequel je me soulève en permanence. On ne peut pas co-construire avec des gens qu'on paye. C'est pas possible. On prend leur avis. Oui. Leur avis éclairé. Oui. On leur demande des propositions de solutions. Donc la démocratie, dont on tient compte, oui. La démocratie participative dont vous êtes l'apôtre, elle trouve ses limites, là. Elle s'arrête à la porte de la mairie. Non. Je ne veux pas qu'il y ait de malentendus entre nous là-dessus. Parce que je répète que s'il y a quelqu'un qui fait tout ce qu'il y a lieu pour tordre le cou aux logiques d'obéissance bêtes, mécaniques et systématiques, au profit de logique de responsabilité, c'est moi. C'est important. Mais intrinsèquement, dans la nature même des choses, je ne peux pas vous payer et que vous me réclamez de co-construire avec moi, puisque vous êtes payé pour une chose. Comprenez-moi. On co-construit avec des gens qui donnent de leur temps, qui, au-delà de leur travail, font ce qu'il y a lieu pour pouvoir, comment dire, faire avancer la société au-delà. Ceux qui font, est-ce qu'ils peuvent participer à la réflexion ? Bien sûr, très largement. Ouais. Alors là, mais c'est oui, hein, oui, vraiment. Vous ne fermez pas la porte non, mais du tout, au contraire. À l'échange, à la participation. Je suis de ceux qui pensent que ce sont ceux qui font qui savent. Ouais. Qui peut mieux savoir que le personnel, dans un certain nombre de situations, bien plus que moi. C'est peut-être sur la notion même de co-construction. C'est ça, voilà, c'est ça. Bon. Mais sinon, attendez, en fait, au contraire... Est-ce que si je vous propose co-gestion, ce ne serait pas plus simple ? Parce qu'il y avait aussi des porteurs de co-gestion de la municipalité parmi le personnel à l'époque. Hein. Co-gestion, là aussi c'est un terme ambigu. Je préfère dire tout simplement, voir les choses très simplement. Aucune organisation, quoi qu'on dise, peut se passer d'un responsable, d'un chef, d'un patron. Quelqu'un qui assume, en fait. Oui, messieurs. En dernier ressort. Mais celui qui assume en dernier ressort aurait tort, c'est ce que je pense, de se priver de conseils, d'observations et de solutions proposées par la base. Très bien. Alors, il y a vos futurs adversaires au municipal. Ça va, pas de réaction, c'est bon, je peux continuer alors. Il a intégré ça. je guettais une réaction, un démenti. Vous savez que dans cette émission, de temps en temps, on a des scoops. Hein. Mais on vient d'en avoir un là. Vos futurs adversaires, donc, soulignent régulièrement dans leur communication médiatique, parce que eux sont partis bien avant vous dans la communication médiatique, soulignent, et là je ne vous apprendrai rien, un potentiel chez le Chérois qui ne serait pas suffisamment exploité, mise en valeur au niveau maritime, au niveau agricole, au niveau universitaire, bon, même si le contexte actuel est un peu compliqué à ce niveau-là. Est-ce que les efforts en termes de maîtrise des charges de fonctionnement, singulièrement la masse salariale, etc., vous a permis, depuis 2008, de dégager des marges de manœuvre intéressantes quant à d'éventuels projets d'investissement ? Je vais y arriver. Déjà, bravo s'il y a de futurs adversaires, comme vous le dites. Il y en a, monsieur le maire. Il y en a. Ça veut dire que l'expression démocratique existe à Chelcher. Est-ce que vous y participez à cette expression démocratique mais là, déjà, pour l'avenir? Vous ne démentez pas l'idée d'une future candidature? Quelle que soit la situation, à bord ou à terre, je ferai toujours ce qu'il y a lieu pour aider Chelcher. Toujours. Toujours. Et s'il est quelque chose... Mais vous n'allez pas accompagner Alfred Almond sur les bancs
du passage politique. Vous allez toujours être dans l'action. S'il est quelque chose qui est caractéristique dans cette ville, et c'est vrai que c'est une constante. Je me souviens d'ailleurs de l'intervention d'un des vice-présidents de la CTM qui était venu à la fête de Schellcher, qui rappelait cela. C'est une réalité. Il disait qu'à Schellcher, il avait toujours été frappé par la façon dont les maires et les élus aimaient leur commune. Mais vraiment viscéralement aimaient leur commune, un. Il n'a pas beaucoup voyagé. Deux. Parce que c'est le cas de... Enfin, a priori, c'est le cas de tous les maires de toutes les communes. Non, mais qu'est-ce que vous avez de spécial? C'est particulier à Schellcher. C'est vraiment particulier. Et deuxième chose, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir connu, une période de l'histoire de notre commune un peu particulière avec l'arrivée massive des réfugiés en 1902. Voilà. Ça peut être en partie l'explication. Parce que toute la Martinique est venue se réfugier à Schellcher. Mais des gens des gens qui aiment vraiment leur commune. Mais c'est fou. C'est un sentiment indicible, mais qui est perceptible malgré tout. Peut-être que c'est le cas des gens. C'est une espèce de traumatisme post-traumatique, puisque les gens en question ont échappé à la mort. Peut-être. Non, peut-être. On est assez d'accord là-dessus. Donc il y a ça. Et deuxième chose, qui n'est pas négligeable non plus, cette personne nous faisait remarquer lorsqu'elle parlait, lorsqu'elle est intervenue le jour de la fête, qu'elle a toujours trouvé à Schellcher, à travers les maires de Schellcher, des gens très bien élevés, des gens qui n'étaient pas dans l'invective, l'agressivité. Du tout. Et c'est vrai que c'est une réalité. C'est l'une des marques de fabrique de Schellcher. Donc, pour revenir à la question qui m'était posée tout à l'heure, bravo, le fait qu'il y ait, pluralité, pour la démocratie, c'est une excellente chose. On a besoin d'opposition. Deuxième chose, qui n'est pas neutre non plus. Pour moi, le fait que l'opposition soit aussi dynamique, comme vous le dites, c'est le signe et c'est les meilleurs encouragements qu'on pourrait recevoir. Très honnêtement, monsieur le maire, vous n'avez pas une super grosse opposition depuis... C'est vrai. Mais c'est selon moi les meilleurs encouragements. Si Schellcher attire tant, c'est parce que beaucoup considèrent qu'ils ont peut-être attiré bénéfice et profit de Schellcher. Mais là, vous êtes suffisamment encouragé, là, a priori. Ah non, là... Vous attendez d'autres encouragements. Quels sont les candidats potentiels? Mais j'ai une question. Mais monsieur Clémenté... Comment dire Non, mais je termine, si vous permettez. Dernière chose, n'oublions pas qu'une élection en amène une autre. Oui. Et beaucoup de gens viennent se mesurer aux élections municipales pour tenter de négocier après à d'autres élections. À la CTM. Par exemple. Sauf si Emmanuel Macron leur joue un tour. Voilà. Un tour en disant, très bien, les deux élections vont se faire en même temps. Voilà, tout à fait. Mais ceci étant... Vous pensez que c'est possible, ça? Ça peut se faire. Au moment où on parle, s'il y a quelque chose qui caractérise... C'est 500 millions d'économies. Hein. Voilà. S'il y a quelque chose qui caractérise ce nouveau gouvernement, c'est selon moi Je ne veux pas me tromper sur les mots utilisés. En fait, les situations ne sont pas clarifiées immédiatement. C'est-à-dire qu'au moment où je parle, je prends l'exemple de la taxe d'habitation, on n'a pas de visibilité. Au moment où je parle, au niveau du regroupement des deux élections, on n'a pas non plus de visibilité. Vous n'allez pas jusqu'à parler d'amateurisme. Je ne sais pas. C'est-à-dire que... Vous savez ce que ça veut dire en martiniquais, ça? Je ne sais pas. Je vais vous dire les choses franchement. Je vais vous dire les choses franchement. Je répète ce que je disais tout à l'heure. L'humilité, c'est ce qui a caractérisé la valeur la plus importante que j'ai acquise au cours de ces dernières années. Donc, j'évite de jeter la pierre aux autres. Mais c'est vrai que, sans rentrer dans une logique d'invective gratuite et inutile, c'est vrai que on peut regretter que la case collectivité locale, à part le Premier ministre, n'ait pas suffisamment été, investi, utilisé par certains. C'est vrai, parce que... Par qui? Par le président. Nos dirigeants. Je vous répète, je mets le Premier ministre à part, parce que j'ai eu l'occasion, dans le cadre des villes nautiques, l'occasion de le rencontrer alors qu'il était encore maire du Havre et il n'était pas encore Premier ministre, il ne savait peut-être même pas qu'il le serait un jour, et j'avais eu affaire à quelqu'un vraiment de très sympathique, Ceci étant, à part lui,
C'est vrai qu'on a le sentiment, à travers certaines décisions, que cet aspect des choses fait défaut. C'est vrai. Très bien. Alors, vous ne nous avez pas répondu. Monsieur Très le maire. officiellement, est-ce que vous êtes candidat? Pourquoi c'est si difficile pour vous, manifestement, de le dire clairement? Non, je vais être très clair avec Vous vous. trouvez Vous que c'est savez trop tôt? vous savez qu'il y a quelques centaines de milliers de personnes qui nous regardent. Je vais être très clair et très simple avec vous. C'est après-demain, l'élection. Je parlais d'humilité tout à l'heure. La chose qui m'intéresse, avant tout aujourd'hui, c'est de me dépêcher à continuer de bien travailler. Le moment venu, c'est pas de la langue de bois, ça n'est vraiment pas de la langue de bois. Le moment venu, les décisions seront prises. Personne n'est comptable de sa santé. Personne ne sait de quoi sera fait demain. Et puis, si je suis ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est-à-dire maire de la ville de Schœlcher, ça n'est pas moi tout seul qui suis devenu maire. Je suis devenu maire grâce à la confiance de toute une série de personnes qui, avant de voter pour moi, m'ont soutenu, ont travaillé avec moi. Donc je me dois de rencontrer ces personnes, d'en parler avec elles et de voir ce qu'on fera ensemble. On a bien noté que vous n'êtes pas hostile à cette hypothèse. Je vais dire les choses autrement. Si, Comme souvent, hein, depuis le début de cette émission, non? S'il m'est demandé de le faire et que je me sens en santé pour le faire, il n'y a pas de raison que je me défile. Ok. Disons les choses ainsi. Allons dire que c'est le langage approprié pour répondre à ce type de questions. Non, mais... Parce qu'il y a des maires qui nous ont dit, ben non, c'est fini. Un maire sur deux en France dit, c'est fini. Exact, je confirme. Donc vous dites, je non, confirme, je confirme. Si on me le propose, j'y vais. Non, je dis simplement que j'ai un tel respect pour la population que ça peut aller jusqu'à là. Si c'est demandé. Partir? Si c'est demandé. Ou même partir. Ouais. Demain, le Chelcherois me dit, écoutez, Clémenté ou Luc ou Louison, tu as fait ce qu'il fallait, on veut du changement. Banco. Non, mais ça, vous le savez déjà, monsieur le maire. Vous savez déjà si cet état d'esprit est présent dans une majorité de la population chelcheroise ou pas? Vous êtes sur le terrain 24 heures sur 24. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire qu'en politique, tout est possible. Certes. Vous le savez plus que moi. 6 décembre 2015. On va en parler dans un instant. Vous le savez plus que moi. On va en parler dans un instant. Donc là-dessus, il y a un vieux proverbe qui dit chez nous, pas comptaiser. Oui. Bon, on connaît la suite. Ça vous a rendu encore plus prudent, hein, cette fameuse date de décembre 2015, non? La nuit des longs couteaux. La nuit des longs couteaux. Non, mais là-dessus, non. Disons que ce qui m'intéresse et qui nous intéresse avant toute chose, c'est de continuer de travailler pour Schœlcher. On a entrepris un bon travail, un excellent travail, les questions pour nous le continuer, et un élément très encourageant pour nous. Oui. Je vous donne le scoop là. S'il vous plaît. Les banques, l'une d'entre elles, les plus importantes des banques, des collectivités locales, viennent de nous prêter à taux zéro et nous ont demandé d'accepter d'être financés encore, si nous le souhaitons, l'année prochaine à taux zéro. C'est le meilleur témoignage de la qualité de gestion qui c'est de la ville de Schœlcher. Et je vous le disais tout à l'heure, on n'est pas encore rendu là où je souhaite, on est en chemin, mais ce qu'il y a d'agréable, c'est pas Eddy Marajo que je l'apprendrai, qui en a l'habitude au quotidien, c'est l'allure de la courbe de redressement. On a une allure de courbe très positive. Et ça attire les banquiers en général, je sais de quoi je parle. Si Claude Lise vous demande l'adresse de cette banque, vous allez la lui donner, puisque dans cette même émission, on disait les banques, vous savez, vous comprenez, c'est difficile. En quoi, eux, ils n'y arrivent pas et vous arrivez à les séduire? La meilleure manière de séduire un banquier... Et vous savez de quoi? C'est de lui parler de choses qu'il a envie d'entendre. Un banquier a envie d'entendre quoi? Dans le privé, que votre entreprise est profitable. Dans le public, que vos comptes sont équilibrés et que la gestion est rigoureuse. C'est tout. C'est tout. Enfin, c'est tout. Si c'est pas le cas, c'est pas la peine d'aller le voir, quoi. Si, disons que... On va appeler Claude Lise. Je ne dirais pas ça comme ça. Et c'est vrai que Claude Lise, c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé, pour qui j'ai beaucoup de respect, et qui a fait beaucoup pour la Martinique. Je n'irai pas jusqu'à dire ça de lui. Hein. Claude Lise a bien géré le département pendant de très longues années. Il ne faut pas non plus ni mentir ni exagérer. Et là encore, j'aime à le dire très souvent, les hommes font ce qu'ils peuvent. Et au-delà de leurs propres capacités, ce qui doit rester déterminant, c'est les valeurs qu'ils charrient, les valeurs qui les conduisent à prendre leurs décisions. Si derrière, nous sommes sûrs de la qualité des valeurs que les hommes ont, bon, mais écoutez... Vous faites preuve d'une mansuétude assez extraordinaire par rapport à des propos
très tranchées que vous avez pu tenir en 2008 et puis en 2014. Est-ce que la perspective de devenir le futur président de la CACEM a quelque chose à voir avec ça? Non, pas vraiment. J'ai envie de dire que je m'enrichis. Je m'enrichis. Et faites attention, ça peut être mal voilà, oui, je m'enrichis, on s'est bien compris. J'aurais pris voiture de fonction. N'oubliez pas. Allez-y, vous avez quand même une marge de manœuvre. Je m'enrichis du point de vue professionnel, on va dire ça comme ça, si tant est de considérer que la charge de maire est une profession. L'hypothèse que je viens d'évoquer, vous l'excluez également? Laquelle? Parce que, si j'ai bien compté, alors, c'est un truc très compliqué, la CACEM. Hein. Oui. On rappelle à nos téléspectateurs que c'est la communauté d'agglomération du centre de la Martinique. Fort-de-France, Lamentin, Saint-Joseph et Chelcher. C'est bien ça. Et il paraît qu'il y a une règle non écrite qui dit chacune des 4 communes, alternativement, chacun son tour devra présider cette grosse ce gros établissement public. Est-ce que c'est vrai que votre tour est arrivé? Quand je dis votre tour, c'est Chelcher. Et est-ce que, je complète la question d'Eddy, et est-ce, puisqu'on en est à évoquer des rumeurs insistantes et qui le seront sans doute de plus en plus, après cette émission, et dans les mois à venir, est-ce que la rumeur qui dit que vous avez décliné, pour des raisons mystérieuses, la présidence de la CACEM, la dernière en date, c'est-à-dire en 2014, est-ce que cette rumeur, et ce reproche qui vous est fait d'ailleurs par vos futurs adversaires, est-ce que ce reproche est fondé? Bon, je vais être très simple là encore. Je ne pratiquerai pas la langue de bois une fois de plus. Et nous vous en remercions. J'ai entendu comme vous-même que c'est le tour de Chelcher. Pas le tour de Clémenté, mais le tour de Chelcher. Ça, c'est une première chose. C'est vrai ou pas? Oui, enfin, j'ai entendu ça, oui, tout à fait. Vous partagez? Le principe est non écrit, est admis depuis longtemps, on va dire ça comme ça. Vous partagez, au-delà de partager ce souhait, est-ce que vous l'exigez? Mais écoutez, quand une règle a été dictée, même quand elle est non écrite, et c'est ça la force des règles en général, elles sont d'autant plus fortes qu'elles ne sont pas écrites. Et elles sont faites pour être respectées en général. Hein. C'est une première chaise. Cette règle a subi 2 entorses majeures. Attendez, je vais y arriver. Je vais vous les rappeler. Première entorse, c'était le tour de Lamentin. Fort-de-France a dit ne restez pas là, entre guillemets. C'était le tour de Chelcher. Chelcher a dit, a priori, et vous allez nous dire, eh ben, devant l'insistance de Saint-Joseph, on donne à Saint-Joseph. Je vais être très transparent. En plus d'être philosophe, vous êtes d'une grandeur d'âme sans égale. Je vais être très simple là-dessus. S'il est une chose qui est importante dans les tâches qui sont les nôtres, très difficile, j'insiste, hein, être maire, c'est très difficile, mais vraiment très difficile. Pour ça, c'est pour décourager les petits nouveaux qui viennent. C'est même très difficile, j'insiste là-dessus. D'accord. Là, je pense qu'ils ont compris. Voilà. Toutes les fois où on peut créer les conditions de fonctionner de manière simple, on le fait. À la CACEM, on a la chance d'être dans un EPCI, c'est-à-dire dans un établissement public de coopération intercommunale. On a la chance de faire pratiquement tous de la même partie de la même majorité. Oui. Okay. Ça a du sens. Ça a du sens en ce sens que, étant de la même majorité, les choses vont plus vite et la population en profite plus. Il y a moins de blocage. Voilà, moins de blocage. Le collectif en profite plus. Voilà. Mon collègue de Saint-Joseph a fait valoir le fait qu'il est là depuis un certain nombre d'années avant le maire de Chelcher. Bon. Qu'il est là, c'est-à-dire, même si les choses ne se font pas de manière personnalisée. Hein, qu'est-ce qu'il voulait dire quand il a dit il est là, c'est-à-dire? Non, il est présent en tant qu'élu, en tant que maire, avant le maire de Chelcher. Ah d'accord, ok. Voilà. Okay. Le maire de Chelcher, c'est un petit nouveau, donc moi je vais passer patience. Ça ne me dérange pas. Okay. C'est pas ça qui m'a empêché de travailler moins. C'est pas ça qui m'a empêché d'obtenir moins pour Chelcher. C'est pas ça qui m'a empêché d'être très sérieux pour défendre les intérêts de Fort-de-France, de Saint-Joseph, de Lamentin et de Chelcher. Je vais vous dire, je ne pense pas que Pierre Sameau m'en voudra là-dessus. Ça n'est pas un secret fondamentalement. Pierre Sameau se battait mais comme un beau diable, et je peux le dire à la population du Lamentin,
pour pouvoir récupérer le port Corée. Il se battait, mais j'ai rarement vu quelqu'un aussi opiniâtre dans son combat pour récupérer le port. Alors, on va quand même rappeler ce que c'est, parce que à Sainte-Marie et à Grandrivière, donc c'est dans la mangrove du Lamentin. C'est bien ça. Un petit havre, en fait, une petite baie. Tout à fait. Protégée. Un 3 cyclones. Ça s'appelle un 3 cyclones où les bateaux, théoriquement, se réfugient quand il y a un cyclone. Mais là, c'est plus un 3 cyclones, c'est... Tout le monde s'est mis là parce que c'est gratuit. C'est ça. Et ça doit théoriquement devenir un port. Il fallait que ce soit organisé, assaini, devenir un port, voilà. Un port, on va dire, officiel de la CACEM. Et Pierre Samo s'est battu vraiment comme un beau diable là-dessus, jusqu'à ce qu'il quitte d'ailleurs le poste de maire. Et devant le combat que je voyais Pierre Samo mener, je me suis dit, même si je ne suis pas du Lamentin, il faut que je l'aide. Un jour, je débarque à la CACEM et je propose que les 4 maires descendent voir le préfet. Et qu'on exige quasiment du préfet que les choses évoluent. Parce qu'il faut rappeler que ce port était géré par une famille, par un privé. En fait. Par un privé. Et qui ne voulait pas vous rendre la propriété et l'exploitation. C'est exactement ça. Eh bien, j'en ai parlé à Pierre Samo. Il m'a dit, écoute, je suis complètement d'accord. On en a parlé aux autres maires, nous sommes descendus en préfecture, et les choses ont continué de bouger. Suite au combat que Pierre Samo avait eu à mener avant, les choses ont continué de bouger. Je me suis senti autant chelchérois, autant lamentinois que Pierre Samo dans cette affaire-là. Et l'esprit communautaire, c'est ça. Donc en clair, on n'a pas besoin d'être président pour faire avancer les choses. Mais bon, un coup de président, monsieur le maire. Oui, c'est-à-dire que l'argument invoqué par le maire de Saint-Joseph à l'époque, de l'expérience, a suffi à vous convaincre de renoncer à la présidence. Je ne me bats pas pour des titres. Je me bats pour du travail. Je me bats pour faire avancer une cause collective. Je me bats pour faire avancer une cause commune. Le reste est moins important. On peut très bien ne pas être président et être aussi efficace au poste où l'on est. Schellcher a obtenu d'ailleurs, dans le cadre des commissions sectorielles, les vice-présidents d'un certain nombre de commissions dans lesquelles on a pu vraiment travailler pour la commune, mais aussi travailler pour le PCI, c'est-à-dire la communauté d'agglomération du centre. Et on est en train de faire du très bon travail, Je suis pour ma part très fier de cela. Bon, quand le tour de Schellcher arrivera, on assumera. Si ça n'est pas moi, ce sera un autre. Ah, ça veut dire que vous n'écartez pas l'hypothèse de ne toujours pas être président de la CACEM en 2020 ? Je vois les choses avec beaucoup de simplicité. Je vois les choses avec beaucoup d'efficacité. Je ne vois pas les choses avec le prisme, du truc personnel, des situations personnelles. Le tour de Schellcher arrive normalement à la prochaine mandature, ça doit être Schellcher. Et puis, on n'aura pas discuté, je l'espère en tout cas. C'est vous qui disiez tout à l'heure que tout peut arriver néanmoins en politique. Hein. Et je peux même dire que si ça n'est pas moi, ce sera à celui qui me remplacera. Il lui incombera de faire le nécessaire. Ce sera un Schellcher de toute façon. Mais normalement c'est Schellcher. Alors, monsieur le président, parce qu'il faut quand même qu'on rappelle que vous avez de multiples casquettes. Hein. Vous êtes président de l'établissement public foncier local. Très bien, tout à fait. Le PFL. Le PFL. En fait, c'est une espèce de bras armé des politiques martiniquais, des élus martiniquais, sur le plan du foncier. C'est-à-dire que vous pouvez acheter, grâce à vos moyens financiers qui sont quand même relativement considérables, des terrains, des établissements, toute construction, on va dire dans l'immobilier, vous pouvez racheter. C'est bien ça. Avec comme objectif de conserver, de protéger et puis de remettre ça sur le marché. Alors, il paraît que ces derniers temps, ça a un peu beaucoup bougé. Est-ce que vous pouvez nous parler, en toute liberté, en toute transparence, du dossier du Marouba? Parce qu'il y a des bruits qui circulent en disant, ça y est, l'hôtel Marouba a trouvé acquéreur, le PFL a vendu le Marouba. Et il me semble que la présidente du CMT l'a récemment évoqué dans
dans une communication à la presse. La présidente du CND? Oui, la présidente du comité martiniquais du tourisme. Du CND, d'accord, Oui, très bien. Oui, du CND. Karine Mousseau. Karine Mousseau. Très bien, très bien. Voilà. Non, ça n'a pas encore changé. C'était... Les choses sont très simples à ce niveau-là. Eddy Marège a parfaitement raison de préciser que le PFL, l'établissement public foncier local, c'est le bras séculier de toutes les politiques publiques en matière foncière en Martinique. C'est vrai. Et c'est vrai qu'on ne peut pas envisager une politique de développement digne de ce nom sans maîtrise foncière. Et c'était l'objectif qu'on s'était fixé à travers cela. Alors, il s'agissait pour nous de procéder à l'acquisition de terrains en vue de développer du logement social, de l'immobilier, d'entreprise, de l'immobilier destiné éventuellement à l'espace naturel, aux espaces naturels. Mais un deuxième objectif était fixé à travers la création de cet établissement, c'était faire en sorte que nous puissions également ne pas participer à surenchérir le prix du foncier. C'est-à-dire servir de stabilisateur, j'ai envie de dire quelque part. Contre la spéculation Contre la immobilière. spéculation. C'est bien de ça qu'il s'agit. Alors c'est vrai qu'au départ, nous avions décidé de faire en sorte que nous puissions réserver 45% de notre budget, de nos ressources en général, à la création de fonciers destinés au logement social et à la rénovation urbaine. Alors, on fait une toute petite pause parce que cette émission a quand même une mission pédagogique. Vos ressources viennent d'où? Il semblerait que vous puissiez prendre une espèce de redevance en fonction du nombre d'habitants, c'est ça? C'est ça. Nos ressources proviennent de ce qu'il convient d'appeler la taxe locale d'équipement, qui est une taxe additionnelle. Elle est payée par qui? Elle est payée par les contribuables. Les Martiniquais. Les Martiniquais. Elle est quasiment indolore. C'est quoi? C'est 10 € par personne. Par an. Par an. Hein. Donc vous récupérez l'équivalent d'environ 4 millions d'euros. C'est ça, c'est bien ça. C'est-à-dire que je dis 10 € pour aller vite, que tout le monde comprenne, mais on ne vote pas un montant, on vote une enveloppe. L'enveloppe est de 4 millions. Et on divise. C'est ça, c'est bien ça. Donc voilà globalement. Donc c'est nous qui vous payons en fait. C'est ça, c'est un peu ça. Voilà. Et la deuxième source de recettes, il y en a deux grandes, c'est les pénalités dites SRU. La pénalité SRU, c'est la pénalité sécurité de la loi sécurité rénovation urbaine qui taxe les communes qui sont en deçà du seuil, pour aller encore très rapidement, de 20% de logements sociaux dans leur parc général de logement. Toutes celles qui ne construisent pas suffisamment de logements sont taxées. La ville de Chelcher, par exemple, est taxée au niveau de 25% parce que c'est une commune de plus de 20 000 habitants. D'accord. On est taxé parce qu'on n'a pas encore le nombre et on sera certainement toujours taxé parce qu'on n'a pas le foncier non plus à Chelcher permettant de ne pas être taxé. Et vous êtes... quelles sont les autres villes, par exemple, qui sont taxées? J'ai presque envie de dire les villes qui ne sont pas taxées. Il n'y en a pas tellement. Ça veut dire que toutes les autres villes sont taxées. À la CACEM, par exemple, il y a Fort-de-France qui n'est pas taxé. Oui, Fort-de-France a très largement le nombre de logements sociaux qu'il faut. Le Lamentin n'est pas taxé non plus. Il me semble qu'il y a encore une bonne dizaine encore qui ne sont pas taxés. Mais c'est vrai que beaucoup de communes sont un peu comme Chelcher. C'est pas qu'elles ne veulent pas faire, mais elles n'ont pas le foncier nécessaire. Chelcher, par exemple, est une ville constituée de collines et de vallées avec la présence de 3 rivières. Donc déjà, du point de vue de la carte des risques naturels majeurs, ça nous limite énormément, mais vraiment énormément. Et on ne va jamais atteindre ce chiffre-là. Et c'est l'un des combats, je profite de l'antenne pour le dire, que j'aurais souhaité que tous nos parlementaires mènent, qu'ils expliquent au gouvernement que nous sommes dans des réalités différentes, avec des territoires différents que ceux de l'Hexagone, ne serait-ce qu'en superficie. On ne peut pas appliquer aux communes de la Martinique la loi SRU. C'est pas possible. C'est tout simplement pas intelligent que de le faire. Donc ça, c'est votre deuxième ressource. Et la deuxième ressource. Et la troisième? La première est de 4 millions. Oui. La deuxième est à peu près de 400 000 euros. Et la troisième, c'est des ressources d'emprunt, en fait, pour pouvoir boucler nos projets d'investissement. D'accord. Voilà. Alors, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure... Le Marouba. Donc, je disais qu'il y avait 45% réservés globalement au logement social et à la rénovation urbaine, 25% à l'industrie hôtelière, et 25% à l'économie en général. Et 5% à, tout ce qui concerne la préservation d'espaces naturels.
C'est vrai qu'au début, nous avons été submergés par les problèmes d'hôtels qui se posent en Martinique. Le but de la manœuvre était d'éviter que les hôtels nous filent entre les mains ou partent simplement à la découpe et qu'on perde justement ces outils de travail. Donc le PFL s'est porté acquéreur pour le compte des communes et pour le compte de la CTM, enfin de l'ex-région et de la CTM. Aujourd'hui, nous sommes en train d'avancer sur les dossiers. Nous avons bien avancé sur l'hôtel Club de Trois-Îlets. On attend le retour de la région. Après avoir auditionné toute une série de candidats, il fait des propositions au président de la CTM. On attend ces retours-là. Et deuxième chose, au niveau du Marouba, nous sommes en pleine discussion actuellement. En négociation avec un éventuel repreneur. Nous sommes en négociation, tout à fait. Donc je ne peux pas en dire plus, puisque nous sommes au stade de la négociation. En plus, ça n'est pas le PFL qui décide, nous intervenons pour le compte de la CTM. Donc c'est vrai qu'on a voulu faire un focus là-dessus, parce que très clairement, très objectivement, ce n'est pas un pan de votre activité qui est très connu. Et d'ailleurs, oui, même l'activité de PFL vis-à-vis du grand public n'est pas très connue. Mais je peux dire qu'on fait du très bon travail. Je suis agréablement surpris de réaliser que nous sommes en position de quorum, mais vraiment en quasi-permanence. 100% des personnes sont présentes. C'est vraiment un établissement dans lequel on a plaisir à travailler et qui fait du très bon travail. Et les élus nous le rendent vraiment très bien en étant présents systématiquement. Bon, ben les Martiniquais ont découvert une autre de vos casquettes. Mais c'est un métier passionnant. Alors on va quitter les frontières chez le Chéroise pour se déployer sur la Martinique. Sur la Martinique dans son entièreté. Vous avez évoqué tout à l'heure, et dit vous taquiner sur les résultats de Ensemble pour une Martinique nouvelle et du traumatisme avec Oussan Guillemec que ça a créé en décembre 2015. Vous savez ce que ça veut dire, EPMN? Oui, je sais. Hormis les considérations mathématiques, c'est-à-dire l'apport des votants de la liste Mon Plaisir au second tour pour le Grand Assemblée, au-delà aussi des bons résultats qu'a obtenu cette liste du Grand Assemblée dans le Sud, au-delà de ces considérations arithmétiques, quelle a été selon vous la part de responsabilité de PMN dans cette défaite? Mais écoutez, j'ai le sentiment que nos meilleurs adversaires, nos meilleurs ennemis, c'était nous-mêmes. C'était nous-mêmes, pour dire les choses très franchement. On a manqué à beaucoup d'égards un certain nombre de rendez-vous qui ont fait que finalement, nous n'avons pas réussi notre pari. Par exemple, quel normalement, on devrait passer dès le premier tour. D'ailleurs, vous étiez en tête au premier tour. Pourquoi? Parce que on n'avait pas démérité. On avait fait un excellent travail. On n'avait pas démérité non plus parce qu'on avait un excellent projet. Vraiment un excellent projet. Oui. Qui demeure toujours un très bon projet. Et on avait, c'est vrai, j'aime à le dire, c'est une réalité, à quelques gommages qu'il faudra peut-être réaliser dans certains cas, on avait aussi quelqu'un qui, chose rare en Martinique, et pas seulement en Martinique, dans le monde des collectivités en général, qui est un vrai développeur. Vous parlez de Serge Letchimy. Un développeur, qu'est-ce que c'est? Un développeur, c'est quelqu'un qui a la capacité, à partir d'une idée, de la transformer en projet, et à partir du projet, de la transformer en réalité. Serge Letchimy sait faire ça. Il sait faire ça très bien. Mais je ne reviendrai pas sur une autopsie qui a déjà été réalisée depuis plusieurs mois maintenant. Mais ça nous intéresse quand même d'avoir l'avis du médecin légiste. Clémenté. Vous avez dit gommage. Et vous avez dit rendez-vous raté. Rendez-vous au pluriel. Est-ce que c'est gommage ou amputation? Quel rendez-vous, par exemple, PMN a-t-il raté? Non, je ne veux pas revenir sur ces choses-là, parce que si vous voulez... Par diplomatie ou non, pas par diplomatie. Parce que ça ne changerait rien à la donne. Voilà, ça ne changerait rien. C'est fait. On va dire ça comme ça. Ce qu'il faut maintenant, c'est regarder résolument l'avenir, de telle sorte que nous puissions être en mesure d'apporter à la Martinique ce qu'elle mérite aujourd'hui. Et ne plus commettre quel type d'erreur à tout prix. Quels enseignements tirer? Quels enseignements? Parce qu'on vous a très peu entendu sur le sujet. Il faut qu'on soit, selon moi, beaucoup plus près des Martiniquais. La proximité. Je ne sais plus quel grand homme disait que pour faire de grandes choses, il ne faut pas être au-dessus ni à côté des gens, mais dans les gens. Ça fait partie des rendez-vous ratés? C'est important. C'est important. Ok.
Nous avons fait un travail, je vous assure, extraordinaire. Mais est-ce que c'est pas une faute? Est-ce que c'est pas une faute collective? Oui, non, mais j'en prends ma part. Ouais. C'est clair, j'en prends ma part. Et j'allais le dire à l'instant. S'il y a quelque chose qui m'a une deuxième chose qui me frappe chez Serge Letchimy, c'est sa capacité de travail. C'est un homme qui a une capacité. Je pensais que je travaillais beaucoup. Quand je l'ai vu à l'œuvre, j'ai réalisé qu'il y a des gens qui travaillent beaucoup plus que moi encore. Vous n'êtes pas en train de vous transformer en fan de Serge Letchimy? Non, du tout, du tout. Ce que je dis là ce matin, je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit. Sauf après la défaite, Luc Clémenté. Non, on vous a pas entendu justement dans les médias. Déjà qu'on vous entend peu à la base. J'ai rencontré Serge Letchimy. Vous avez eu une période d'hésitation, de réflexion du tout. Quant à votre appartenance à il y a même eu des bruits disant que Viva Schellcher quitterait EPMN. Vous avez entendu ça? Du tout. Il y a des gens que ça arrange de parler inutilement, donc il faut les laisser parler inutilement, et c'est un sport national en Martinique, j'ai envie de dire. Là-dessus, il y a beaucoup de clubs. Exactement. Là-dessus, j'ai rencontré Serge Letchimy un dimanche matin chez lui. Après la défaite. Après la défaite. Et j'ai expliqué à Serge qu'étant un mouvement, n'étant pas un parti politique, mais un mouvement politique qui, par essence, regroupe des militants et des sympathisants d'horizons divers, de gauche, du centre, de droite, qu'il nous fallait un peu de temps pour restructurer tout cela, parce qu'on avait eu quelques petits bobos, on avait été cabossés par la défaite, qu'il nous fallait ce temps-là. Je me suis très largement expliqué à Serge, en lui disant, écoute, tu resteras quelques bons mois sans me voir. Mais nous sommes là. Nous sommes là, et j'ai toujours affirmé que nous n'avons jamais démissionné de PL. Jamais. Il n'y a pas de raison de raconter l'histoire non plus ce matin. On n'a jamais quitté EPL. Je n'ai jamais envoyé de lettre de démission. Mais on avait besoin de... Vous avez fleuré à un moment donné ou pas? Même pas. Du tout. On n'a jamais envoyé de lettre de démission, mais on avait voulu se retrouver entre nous pour pouvoir redémarrer sur de nouvelles bases. C'est simplement ça. C'est pas plus compliqué que ça. Je ne me complique pas la vie ni la tâche politique. Mais là, on a bien l'impression que c'est reparti, là, que vous êtes plutôt pro-EPMN, sauf si je me trompe, et pro-Letchimy. Je ne suis ni pro-Letchimy, ni pro-EPMN. Nous avons, dans le cadre d'un contrat de projet, accepté de faire équipe ensemble. Il n'y a pas de raison que je puisse me démarquer de cette logique qui était la nôtre jusqu'à présent, parce que rien mais est-ce qu'elle est toujours d'actualité? Toujours pour ce qui me concerne, oui. Rien ne justifierait pas. En clair, si je vous pose la question un peu brutalement, dites-le moi, mais le meilleur candidat pour EPMN en 2021, c'est Serge Letchimy, selon vous? Selon moi, oui. Je vais être honnête et direct. Serge devra accepter, certainement, parce que là, il n'est pas non plus de faire question pour moi de verser dans une forme d'idolâtrie, c'est pas ça du tout, c'est pas mon genre. Il y a des éléments qu'on devra intégrer et que Serge devra accepter. Le gommage. Le gommage concernant, par exemple, la nécessité qu'il y a de faire plus de terrain, d'être plus dans les gens. Il faut ça absolument. D'une plus grande rigueur financière. C'est vrai que ça a du sens, ça aussi. C'est-à-dire trouver l'art et la manière de se mettre d'accord sur un certain nombre de projets et d'accepter sur la base d'autorisation de programme et de crédit de paiement de rester dans les clous qui sont les nôtres en permanence. Ça aussi, c'est important. Un petit nettoyage aussi en termes de communication, d'avoir des gens un peu moins clivants, d'être un peu plus consensuel. C'est essentiel, ça aussi. Ouais. C'est essentiel. En fait, vous êtes déjà en train de lui faire sa checklist, sa feuille de route. On a les éléments pour réussir. Ouais. Je suis convaincu. On a un développeur, pour ce qui peut concerner le chef. Ouais. On a un développeur. On a quelqu'un qui a une vision. Vous avez les équipes? On a quelqu'un qui a prouvé ce dont il était capable. Là, maintenant, il faut qu'il puisse prendre les choses à bras-le-corps pour pouvoir avancer. Là, je fais confiance. Là, je fais vraiment confiance. Mais concernant la composition d'Ensemble pour une Martinique nouvelle, bon, je rappelle que c'est un mouvement qui est une alliance, pardon. Une alliance, ouais. Qui est composée... Comme dirait le général, un machin. Non, je n'oserais pas. Qui est composé d'un certain nombre de partis et de formations politiques. Quand quelqu'un comme Justin Pamphile, maire du Lorrain, justifie il y a quelques mois son départ avec fracas de PMN en disant que, et ça on l'a souvent entendu aussi, que finalement, bon, c'est censé être justement un mouvement collectif, une équipe,
mais que finalement, il n'y a que le PPM et Serge Chimie qui ont une espèce de prééminence permanente. Qu'est-ce que vous en pensez de cet argumentaire-là? Personnellement, qui est récurrent en plus. J'ai toujours dit à PMN ce que je pensais. Je ne me suis jamais caché derrière mon petit doigt. Et s'il y a des gens qui ne m'aiment peut-être pas à PMN, c'est peut-être pour ça. Je ne suis pas là pour cirer les bottes de qui que ce soit. Je ne suis pas là pour dire à Pierre, Paul ou Jacques qu'il a une belle veste ou une belle chemise. Je suis là pour travailler pour la Martinique. C'est tout ce qui m'intéresse. Le reste, j'ai envie de dire que chacun en prend pour son grade à ce niveau-là. Là-dessus, Vive Rachel Cher a toujours exprimé les positions qui étaient les siennes. D'ailleurs, c'est à Vive Rachel Cher qu'il avait été demandé de rédiger la charte qui devrait nous unir tous. Là aussi, c'est un élément qui me permet de rebondir sur ce que disait Di Marzio tout à l'heure. Il faudrait qu'on soit beaucoup plus rigoureux, là encore, sur l'application de la charte. Sauf que ça fait presque 8 ans que ça dure, cette espèce de volonté cyclique, souvent d'ailleurs après des défaites, de repartir sur de nouvelles bases, sur de l'éthique, sur des considérations qui ne soient pas uniquement électoralistes, parce que c'est aussi ce qui est reproché par un certain nombre de personnes. PMN d'être finalement une entité, une alliance uniquement circonstancielle, c'est-à-dire qui se réunit et qui dialogue et qui discute uniquement en période préélectorale ou quasiment à quelques semaines de l'échéance. Plusieurs choses là-dessus. La première, c'est que si nous nous sommes réunis, c'est que manifestement, il y avait des éléments qui justifiaient cette réunion. Ça, c'est clair pour moi. Deuxième chose, le fonctionnement de PMN en tant qu'alliance est celui de toutes les alliances qui existent ici ou ailleurs dans le monde. C'est-à-dire? Ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que lorsque vous êtes aux responsabilités, il ne faut pas mentir aux gens ni raconter des histoires aux gens. Lorsque vous êtes aux responsabilités, vous êtes pris par le job. Et il y a du boulot. Celui qui n'est pas venu pour la représentation a énormément de travail. Donc vous assumez pleinement la vocation, et j'allais dire la raison d'être électoraliste de PMN. Quoi. Pour électoraliste, c'est peut-être pas le mot. C'est pas un tabou. En tout cas, c'est circonstanciel. Non, pour moi pragmatique. Non. Pour moi non. Ça voudrait dire que les statuts que j'ai écrits, je n'y crois pas. Pour moi non. Peut-être que n'y croit pas. Enfin que EPMN, tout parti de PMN n'y croit pas. EPMN a, selon moi, vocation à présider demain aux décidés de la Martinique. Mais quand vous dites ça, c'est un moment fort de cette interview, semble-t-il. Vous parlez d'un organisme qui n'est même pas une personne morale, qui n'est même pas une association, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est une alliance de gestion. Oui, mais vous dites des statuts, par exemple. Vous dites, j'ai rédigé des statuts ou j'ai... Non. Vous avez imaginé... J'ai pas rédigé de statut, j'ai rédigé la charte. Oui, la fameuse charte. C'est ça. Oui. C'est-à-dire que les gens se réunissent, la moindre des choses est de pouvoir se dire ce qui, normalement, nous sert de ciment. La charte, c'est ça. Mais quand vous dites « devrait présider », en parlant de PMN, à l'avenir de la Martinique, à la gestion de la Martinique, est-ce que ce ne serait pas plus simple de passer d'une espèce de truc bizarre, qui n'a pas de consistance légale, à quelque chose de juridiquement fondé, avec des statuts, une espèce d'association, quoi. Pourquoi vous hésitez tant à en faire quelque chose de structuré ? Non, disons que je pense que c'est parce qu'un bon nombre d'entre nous souhaitent garder sa personnalité en tant que mouvement ou en tant que parti politique. Même à l'intérieur d'une fédération ? C'est une alliance de gestion. C'est une alliance. C'est-à-dire que, sauf que depuis 2015, vous ne gérez rien. Non, une alliance de gestion n'a pas vocation à devenir parti politique. C'est deux choses différentes. Le parti politique qu'avait créé à l'époque M. Giscard d'Estaing, c'est ce qui s'appelait l'UDF, était le regroupement de toute une série de tendances de personnes de la même grande famille de la droite à l'époque. C'est pas ça, PMN. PMN, c'est une alliance de gestion sur la base d'un projet. Mais comment une alliance de gestion peut présider à l'avenir de la Martinique ? Parce qu'une alliance de gestion, c'est... On y va ensemble, on fait une liste commune, on gagne des élections et ensuite on gère une collectivité. C'est ça ? Oui, c'est bien ça. Mais au bout d'un moment, ça explose, hein ? Fatalement, non ? Si c'est pas nourri par une toute organisation, d'une manière générale, a une vie. Il y en a qui prennent beaucoup de temps. Et par définition, une vie est constituée d'une naissance et d'une mort. Donc là-dessus, la vie peut être plus ou moins longue, ou plus ou moins courte dans certaines circonstances. Voire extrêmement brève. Hein. Tout à fait. Aujourd'hui, on parle de PMN. Demain, ça peut être autre chose que PMN, mais dans l'esprit, je dis bien dans l'esprit, qu'il y ait un certain nombre de partis
qui partagent et de mouvements la même vision de développement d'un pays qui s'appelle la Martinique se regroupent, ça n'a rien de choquant. Qu'on décide ensemble que celui qui pourrait très bien conduire cette liste par rapport à ses qualités serait monsieur ou madame, ça n'a rien de choquant. Ouais. Ça n'a vraiment rien de choquant pour moi. Et je répète que là-dessus, la Martinique a besoin demain d'avoir un pilotage autour d'un certain nombre de personnes décidées, déterminées à faire avancer le pays. Et ça, je crois que ça existe. Alors, pendant qu'on vous tient, puisque vous êtes un Martiniquais pur et dur, et vous tenez à votre île, et j'entends dans vos discours un attachement particulier au respect de l'environnement, j'ai envie de vous embêter un tout petit peu sur une problématique qui a été récurrente à Shellshare, c'est celle de la pollution des eaux de baignade en particulier. Parce que j'ai été interpellé par un certain nombre d'opérateurs qui nous disent que la problématique de l'assainissement non collectif en Martinique relève du drame. Alors, deux chiffres, ou quelques chiffres, grosso modo, pour l'assainissement non collectif, c'est les fosses septiques. On va dire ça comme ça, pour aller vite. Le gisement, c'est 120 000 tonnes à traiter chaque année, on va dire ça comme ça. Collecter environ 25 000 tonnes et traiter 11 000 tonnes. Et quand j'entends ces chiffres-là, et puis les gens qui sont autour de moi, on dit, mais le reste va où? C'est bien ça. Et la réponse qui nous est apportée est la suivante. Alors, je vais être un peu brutal et encore me faire plein de potes. Les gens qui sont chargés de collecter les fosses septiques, il y a des gens sérieux et puis des gens pas sérieux. Et des gens sérieux amènent ça dans des centres, et puis les gens pas sérieux, et puis là, massivement, ils collectent la majorité. Divers dans la nature. Ils mettent ça dans la nature, dans les rivières. Alors, je vous pose la question parce que vous, à l'époque, vous avez été confronté à un professionnel qui jetait ça directement dans une ravine, notamment la ravine Touza, et vous vous posiez la question, mais pourquoi ma plage est toujours polluée? Et vous avez fini par en trouver. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'inaction des pouvoirs publics en la matière? La Martinique est polluée par des professionnels, des gens qui se disent des professionnels, tous les jours, et personne ne dit rien. Le préfet ne dit rien, il n'y a pas de mobilisation de la police de l'eau. Vous vous insurgez contre ça? Faut pas dire ça quand même, parce que là, on nous a dit que la police de l'eau en Martinique c'est une seule personne. On est allé à la louche là. Non, c'est volontairement provocateur, mais c'est quand même une problématique massive, ça. Pour Shellshare, par exemple, qui est une commune que je connais bien, de très gros progrès ont été faits à ce niveau-là, de très gros progrès. Déjà, une parenthèse que j'ouvre et que je referme rapidement, la même détermination que nous avons mise à régler le problème de l'eau, de l'eau potable, a été identique pour le traitement de l'assainissement. Souvenez-vous, pour l'eau, là encore très rapidement, Shellshare avait un gros problème d'eau récurrent. À la moindre période d'étiage, on restait 1 semaine, 15 jours, 3 semaines sans eau à Shellshare. Et lorsque on avait le malheur de recevoir une autorité en Martinique qui était logée à Batelière, par exemple le président de la République, par exemple, qui est au 3e étage, tout plateau Fofo, tout Batelière n'avait pas d'eau. On prenait l'eau de Batelière pour baigner le président de la République. Par exemple. Bon, c'est un vieux souvenir, ça, maintenant. On a fait un travail exemplaire, mais vraiment exemplaire. Bon, ça, c'est l'eau. À travers les renégociations de contrats, les forages qu'on a lancés, hein, très bien, exemplaire, ça, c'est l'eau. Pour l'assainissement, on a fait exactement le même travail. Au moment où je vous parle, c'est des kilomètres de tuyaux d'assainissement que nous avons développés. 1. 2. J'ai personnellement, en tant que maire, nous avons tenu lors de la première mandature 488 réunions de quartier. 488 réunions de quartier. J'ai vu tout Shellshare plusieurs fois. J'ai personnellement participé à 486 réunions. J'en ai loupé 2 seulement, parce que je n'étais pas en Martinique. Et dans beaucoup de ces réunions, on prenait notre bâton de terrain pour partir justement à la résolution des problèmes du SPANC, de l'assainissement non collectif, c'est-à-dire des fosses septiques. Et c'est vrai, je dois l'avouer, on est tombé, on a vu des situations vraiment extraordinaires. Des fosses septiques qui n'étaient pas vidées depuis des décennies, des fosses septiques qui ne fonctionnaient pas,
qui fuyaient avec un ruissellement qui partait directement dans les ravines. Et les ravines, par principe, par définition, vont voir la mer. Mais des choses vraiment épouvantables. Mais monsieur le maire, est-ce que vous avez vu, des collecteurs jeter ça directement? J'y arrive. Il y a eu ça. Il y a eu aussi, vous avez parfaitement raison, on a eu l'occasion de choper un gars une fois qui déversait directement dans une ravine. On n'a pas été tendre avec lui. On a fait ce qu'il fallait pour qu'il ne recommence plus. Et dans le même temps que nous avons travaillé avec Odyssey à régler ce problème d'assainissement, dans ce même temps, nous avons créé les conditions pour que nous puissions faire en sorte d'avoir les mesures qui nous permettaient de nous assurer que le travail était bien fait. Les services de l'État prennent des mesures régulières de la qualité des eaux de baignade. Et je dois avouer que depuis maintenant plusieurs années, l'intégralité des eaux de baignade de Shellshare ont la conformité. C'est dire qu'il y a un travail important qui a été fait en matière d'assainissement. Et on s'en réjouit du reste. Vous, à Shellshare, mais là, je vous demande de porter un regard sur l'ensemble de la Martinique. Non. Comment est-ce possible qu'une telle masse de boue vous avez raison. Puisse échapper? Vous avez raison. Vous avez d'autant plus raison qu'on ne peut pas se prévaloir d'être une île touristique, un pays qui veut vivre du tourisme, et en même temps ne pas faire attention à cela. On est complètement d'accord. Mais qui est-ce qui est responsable? Mais écoutez, parce que les gens que nous avons rencontrés nous disent... alors moi, je remets pas en cause le préfet. Ils nous disent, je cite, le préfet, les services préfectoraux sont informés et devraient prendre un certain nombre de sanctions vis-à-vis des collecteurs qui font ça. Il y a une chaîne de responsabilité qui va des EPCI au service de l'État. Tout à fait. Nous sommes tous, liés en responsabilité là-dessus. Mais c'est vrai que, avant toute chose, et c'est toujours la même chose, le pilote de l'opération, de ce type d'opération demeure encore le maire. Si le maire a la volonté de faire en sorte que sur son territoire les choses évoluent, je ne dis pas qu'il suffit qu'il claque du doigt pour que ça se fasse, non, mais qu'il prenne des dispositions pour cela, même si c'est long, même si c'est difficile, mais il doit pouvoir y arriver. Très bien. On vous remercie d'avoir eu le courage de nous répondre sur cette question. Alors on va un peu quitter on va quitter tout court le domaine de l'assainissement et des considérations de cette nature pour la séquence culturelle, désormais rituelle de cette émission. Alors je vais commencer par moi, parce que je sais qu'Eddie a toujours plus de matériaux. J'en ai moins. Oui, apparemment il a été raisonnable cette semaine. Alors je vais vous présenter deux ouvrages. Le premier, c'est de l'écrivain haïtien très connu Lionel Trouillot, qui est à la fois un romancier, un poète et aussi un homme, un intellectuel engagé qui ne mâche pas ses mots. Sur son pays et aussi sur les nombreuses puissances impérialistes ou opportunistes qui interviennent en Haïti de manière très très régulière. Et c'est un ouvrage vraiment très intéressant, c'est un roman, et c'est, comme souvent dans le travail de Trouillot, c'est un mélange de ce qu'on appelle réalisme merveilleux, mais aussi de poésie, et aussi de choses très circonstancielles sur les réalités politiques, et Dieu sait si elles sont parfois lourdes et chargées en Haïti. Et plusieurs de ces ouvrages sont disponibles en Martinique, dans les bonnes pharmacies. Donc vraiment, précipitez-vous, Lionel Trouillot, un grand écrivain et une voix libre, quoi. Alors, deuxième ouvrage, bon là on s'attaque entre guillemets à un monument de la littérature internationale mondiale, Toni Morrison, Madame Toni Morrison, prix Nobel de littérature, romancière immense. Alors là, c'est pas un roman, c'est un recueil d'une série de conférences qu'elle a données à la prestigieuse université de Harvard. Et cet ouvrage s'appelle, là aussi un titre très 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 évocateur et lourd en interprétation, L'origine des autres. Et c'est une longue série de réflexions partagées sur le racisme et surtout la volonté de Toni Morrison et son succès d'exposer, de démonter l'argumentaire, entre guillemets, de ceux qui justifient leur discours et leur pratique de domination sur les autres, on dira pour aller vite. Et c'est ce qui est intéressant dans son ouvrage, c'est que il y a vraiment une volonté chez elle de transcender les époques. C'est-à-dire qu'elle va se baser sur des témoignages d'esclaves ou de descendants d'esclaves,
et établir des connexions entre des événements très très récents et tragiques qui sont ces nombreuses, on va pas dire employer le terme de bavure, parce que à ce stade j'allais dire de crime, je crois que le mot assassinat est peut-être plus approprié, mais notamment de ces crimes policiers et de ces drames racistes qui ne cessent de ponctuer le quotidien des États-Unis d'Amérique. Donc vraiment 2 ouvrages très intéressants et qui sont disponibles par les bonnes pharmacies. Oui, je pense qu'avec cette chronique-là, on a des ruptures de stock. D'ailleurs, on nous a signalé des ruptures de stock. Alors, je prends le relais. D'abord, quelque chose de presque pas trouvable. Donc, peut-être... Soyez motivés. Non, il faut vraiment le chercher. Mais vous pouvez le commander sur les plateformes en ligne. Je ne devrais pas dire ça. Mais bon, dans les bacs, c'est assez rare. Donc, c'est un album de Malavoie qui s'appelle L'autre style et qui fait le recueil de titres qui sont pas très connus, en tout cas qui sont pas très joués, entre 1975 et 1982. Donc c'est tous les moins de 30 ans ne connaissent pas, mais c'est pour les aficionados de la musique traditionnelle martiniquaise, c'est un album fabuleux. Alors je vais me faire l'apôtre du jazz de manière régulière. Alors ça, c'est un album, si vous ne l'avez pas, c'est pas la peine. Vous n'êtes pas un spécialiste du jazz. C'est Dexter Gordon, donc un saxophoniste nord-américain magnifique. Et je vous recommande, si vous n'avez pas l'album, allez sur YouTube et écoutez Cheesecake et vous allez aimer le jazz. Voilà. Et puis, bon, ma fonction de chroniqueur du polar m'oblige à vous parler de Don Winslow, qui est entre guillemets, un écrivain gauchiste, entre guillemets, aux États-Unis. Alors, gauchiste aux États-Unis, c'est démocrate libéral. Hein. Donc, ça ne veut pas dire révolutionnaire communiste, mais qui est un ennemi, entre guillemets, de Donald Trump et qui fustige la politique américaine en matière de lutte contre le trafic de drogue. Vous savez que les États-Unis, en réalité, mènent une politique qu'on pourrait appeler totalement, qualifiée de schizophrène, puisqu'ils ont autorisé, par exemple, la vente d'armes aux contras nicaraguayens contre de l'argent qui a financé l'achat de cocaïne qui ont été déversés dans les ghettos de Los Angeles, et tout ça sous la férule de la CIA. Donc, Don Winslow parle donc de cette lutte, cette guerre contre le cartel, et dit très clairement que ça n'a servi à rien et que ça ne servira à rien. Alors, j'en parle tout simplement parce que vous savez que les démocrates ont quand même voté 5 milliards de dollars pour Donald Trump pour qu'il fasse le mur. Et bien évidemment, le mur, même s'il est construit, ne permettra pas d'arrêter les trafics, puisque, on le sait, à la frontière mexicaine, ceux qui gèrent le passage, c'est d'abord les cartels, puisque les cartels ont compris que c'était beaucoup moins dangereux et beaucoup plus profitable de faire traverser des gens, donc des êtres humains, plutôt que de vendre de la cocaïne. Voilà. Puisque la cocaïne, il faut la planter, il faut la récolter, il faut la transformer, il faut la financer. Tandis que des gens qui veulent aller aux États-Unis, eh ben, il y en a des centaines de millions et c'est beaucoup plus pratique. Donc lisez ça, c'est extrêmement, je dirais, significatif et c'est une véritable illustration de la politique au quotidien. Merci. Monsieur le maire. C'est à vous. Oui. Deux livres que je lis ces temps-ci, que je suis en train de terminer de lire. Le premier, c'est les lettres de prison de Mandela. Et je fais un rêve de Martin Luther King. 2 livres qui ont ça de commun, qui nous donnent vraiment espoir en l'homme. Et c'est ça qui m'accroche. Auprès de ces 2 hommes, mais vraiment extraordinaires, la diaspora peut se vanter d'avoir 2 penseurs, 2 visionnaires exceptionnels. Ça, c'est pour ces 2 livres. Et des livres que je suis en train de relire actuellement parce que, bon, je suis un peu comme ça. Je suis très éclectique de ma manière de fonctionner également. Tant du point de vue des goûts que de la manière de fonctionner. Je lis 4-5 livres en même temps, en reprenant un de temps en temps. Je suis en train de relire Small is Beautiful de Ernest Friedrich Schumacher, qui est un excellent ouvrage que je conseille à tout le monde. Vraiment un excellent ouvrage. Et je le conseille notamment à nous Martiniquais, pour réaliser les richesses qu'ils peuvent avoir dans ce qu'on est petit. Et tout ce qu'on peut tirer en acceptant justement de dépasser les frontières et les barrières des clichés traditionnels qu'on a tendance à nous affaiblir.
Et deuxième livre que je suis en train de relire actuellement, c'est le livre de Paul Kennedy, Préparer le XXIe siècle. C'est des livres qui donnent là encore matière à des constructions de projets, à une manière de se projeter, digne, comment dire, d'apporter, d'être profitable pour la Martinique. Et question musique, je suis en train de réécouter Mona, qui pour moi est une référence extraordinaire. Vraiment, c'est un homme... Quand j'écoute Mona, je me dis, mais qu'est-ce qu'on a été bête de ne pas mettre cet homme-là à la place qui était la sienne. C'est-à-dire vraiment au fait de la musique mondiale. On a eu à plusieurs reprises à chroniquer dans cette... Au niveau de nos invités, c'est vraiment un choix qui est récurrent jusqu'à maintenant. Quoi. Il est exceptionnel pour moi, il est vraiment exceptionnel. Et je réécoute également d'anciens disques de Donatien. J'aime bien cette partie de la musique martiniquaise, des compositions de Claude Confiant, avec qui j'ai travaillé. Hein. On a été dans le même établissement bancaire à l'époque. Des morceaux de Chouvalbois, hein, notamment un qui est fait par Dédé Saint-Prix, qui a été très largement inspiré de Chelchewa, Nom Maëli Bétain. C'est un gars de Chelchea qui a écrit ça, monsieur Timmy Pigirac. Et comment s'appelle-t-il? Dédé s'en est vraiment très largement inspiré. Et puis bien entendu, tout ce qui concerne le jazz, le blues, comme toi-même. J'ai vu que vous avez noté les références de Dexter Gordon sur l'album Go. Complètement. Alors, c'est des albums qui sont assez rares à trouver, mais vous pouvez les commander sur les plateformes en ligne ou les écouter sur les plateformes en ligne, puisque ce sont des pressages japonais. C'est ça. Vous savez que les Japonais ont sauvé le jazz en matière de discographie. Et puis, le dernier canonge qui vaut le détour. Le dernier canonge... On l'a chroniqué ici. On l'a chroniqué. Je l'écoute en venant tout à l'heure, à la radio. Ça vaut vraiment le détour. Tout à fait. Alors, monsieur le maire, nous arrivons au terme de cette émission. Merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation. Et j'ai dans l'idée qu'on vous verra peut-être de plus en plus souvent sur les médias dans les mois à venir, non? Une observation. Oui. J'ai pour habitude de parler quand j'ai quelque chose à dire. Donc, si vous c'est un message quand j'ai quelque chose à dire, uniquement. C'est-à-dire que j'évite de faire comme certains peuvent le faire assez souvent, trop facilement, de parler pour parler. Et vous devriez avoir de plus en plus de choses à dire dans les temps à venir, peut-être. Enfin, on verra bien. On verra bien. Jusqu'au bout. Hein, vraiment. Eddy, merci beaucoup. Merci Mike, merci monsieur le maire. Merci. Mesdames et messieurs, merci une nouvelle fois de votre attention et nous vous disons à la semaine prochaine. Au revoir.